Bonsoir. Euh, ben, Repenser l'expérience utilisateur quand on a beaucoup d'agents dans notre produit. Moi, c'est Naji et c'est dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce qu'avec OSL, on est en train de développer un produit, euh, Humans, qui, en fait, euh, permet aux équipes qui livrent du logiciel de pouvoir leverager, merci, euh, d'aider les équipes qui collaborent pour livrer du logiciel. Pendant notre aventure, on a eu pas mal de techniques qui font intervenir des agents et qui changent notre façon de voir l'UX. Le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de bases, Wassel et moi, parce que ni l'un ni l'autre est un UX. Du coup, on a bien galéré. Et du coup, je vous propose de commencer par une démo, aller direct dans le vif du sujet, de voir de quoi on parle et voir si c'est technique live. Et on va se mettre d'accord par la suite de ce qu'on veut dire par agent. Et après, on va passer sur expliquer ces trois techniques d'agent et quelles sont les opportunités UX qu'ils nous offrent. Et après, dans l'apéro, on pourra échanger un peu plus. Alors, démo time. Donc, là, je vais lancer Humans. Bon, déjà, qui parmi vous connaît Excalibro? Ok, cool, il y a pas mal de monde. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler, c'est en gros un Miro du pauvre, si on peut dire ça. Et donc là déjà, j'ai déjà connecté la base de code de Excalibro. Et derrière, je vais commencer, mettons-nous dans la place d'un nouveau membre de l'équipe, de pouvoir l'onboarder et voir derrière Humans nous prendre la main et aller nous montrer quels sont les composants principaux de cette base de code. Il va commencer, là on voit qu'il est en train de faire une recherche dans la base de code. Derrière, il va faire une autre recherche pour explorer encore plus la base de code. Et derrière, il va faire une autre parce que comme ça, il va aller plus en profondeur, il va commencer plus large et aller voir des modules plus en profondeur. Et derrière, il va venir avec une réponse qui va qui va nous faire une sorte de summary de comment parcourir la base de code, il nous montre des diagrammes, comment explorer, comment commencer à onboarder dans la base de code. Bon, il nous donne aussi des commandes de comment on va pouvoir lancer le code et tout ça. Tout ça, c'est bien. Mais mettons que pour l'instant, on n'est pas très intéressé par le code d'un coup et on voudrait voir quels sont nos compétiteurs dans le marché pour ce produit-là. On va lui demander quel est notre positionnement par rapport à nos récents compétiteurs. Je ne sais plus écrire là. Bon, allez, avec la typo. Et donc là, on va demander à Humans de cette certaine analyse pour voir principalement est-ce que ça vaut le coup de se concentrer sur certaines features ou pas. Et donc derrière, il va commencer par chercher dans le web. Là, il a tout le contexte du projet avec tous les fichiers qu'il a explorés. Et derrière, il va faire des recherches. C'est pas forcément notre question. Donc c'est lui qui va formuler ses propres recherches. Et derrière, il peut rechercher plusieurs fois. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, là, ça va prendre. Il va continuer à faire des recherches, toujours partir d'en haut, plus large, et après plus en détail, si jamais il trouve un compétiteur, et si dans le contenu qu'il a exploré, il trouve des liens ou des choses comme ça, il va naviguer de la même façon qu'on pourrait browser sur Internet. Et donc, là, on voit qu'il est en train toujours de chercher. Et donc là, il fait une autre recherche. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous trouver?
Donc, dans la première, on voit qu'il a cherché les compétiteurs là 2024-2025. Derrière, il a identifié Figma, Miro et tout ça. Il veut voir leur positionnement. Et après, dans la troisième requête, bon, il parle de part de marché de chacune de ces, de ces softwares qui font du whiteboard, etc. Et donc là, on va voir est-ce que ça lui ça lui suffit encore ou OK, bah, ça a l'air de suffire pour déterminer, déterminer comment la compétition est avec Excalibur. Bon, là, on voit qu'il nous fait une sorte d'analyse. On voit qu'il nous donne des diagrammes, qu'il nous fait des diagrammes pour parcourir tout cela, bon, nos axes d'amélioration, etc. Bon, là, actualiser, ça a l'air de... OK. Et donc là, on va voir... Bon, on a un rapport assez détaillé pour voir avec des diagrammes, etc. Bon, maintenant, je vais passer à un autre cas d'usage. C'est celui de Marshmallow. Est-ce que, qui parmi vous connaît Marshmallow? Ok, ben, pour les autres, c'est une sorte de librairie populaire pour les développeurs Python. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu un ancêtre de PyDantic. Et, ok, allez, on va choisir le coding model. Donc ici, pour celui-là, je vais choisir un autre cas d'usage. Bah, c'est celui sur la base de code officielle. Enfin, il y a un vrai bug, c'est celui-là. Et ben, du coup, je vais copier la description du bug et je vais la donner à Humans. Et donc derrière, bah, Humans, de la même façon qu'on a vu tout à l'heure, bah, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, on lui donne ce bug, bah, il va essayer d'analyser la base de code, il va voir les fichiers qui sont potentiellement importants pour ce problème et naviguer. Et à la fin, il va nous faire les possibles causes de cette erreur, comment on pourrait la résoudre, etc., potentielles solutions et tout. Bon, ça c'est bien beau, mais enfin, moi je veux qu'il me la résolve, tout ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut juste lui demander de la résoudre. Et bien derrière, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, là, il a accès à la base de code et qu'on est connecté ici. Donc là, on voit qu'il a ce marshmallow, ce repo. Et donc derrière, on voit qu'il a spécifié une sorte de description, de spec pour la résolution de ce bug. Et on peut suivre la progression de la résolution de ce bug. Mais en même temps, on peut toujours continuer la conversation avec Humans pendant que ces tâches s'exécutent. Et donc, là, je reviens au slide et on va un peu parler. On a vu beaucoup de choses et on va expliquer ça petit à petit. Donc, d'abord, j'ai parlé d'agent je ne sais pas combien de fois, mais il est temps de dire ce que c'est. Donc, pour nous, un agent, c'est un système autonome auquel on lui spécifie des tâches, on lui donne des tâches, et il nous donne un livrable. Donc, c'est simplement ça, mais sous le capot, on a certaines choses nécessaires pour un agent. C'est-à-dire qu'il a un cerveau pour raisonner et des mains pour agir. Donc, le cerveau, c'est des LLM, GPT-4o, du Sonnet 4, etc. Et pour les outils, bah, ça peut être un navigateur web, un éditeur de texte, je ne sais pas, un MCP serveur, ce que vous voulez. Et derrière, ben, l'LLM va décider d'utiliser un outil ou pas en fonction du résultat, ben, voir si il est satisfaisant pour répondre à la requête et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'agent considère que le contenu généré est satisfaisant pour livrer un résultat, auquel cas, il livre à l'utilisateur. Et donc, une définition qu'on aime beaucoup, c'est celle d'anthropique. Ben, un agent, c'est un LLM qui utilise des outils dans une boucle. Donc, c'est simplement ça. Et donc, bah,
mais pas tous les LLM qui utilisent des outils sont des agents. Donc là, typiquement, un LLM qui utilise des tools, des outils, et qui derrière, en fonction de sa réponse, on l'aiguille pour déterminer tel ou tel comportement, ben, c'est un workflow et c'est bien utile pour certains cas d'usage où on sait à l'avance qu'est-ce qu'on veut, quels sont les types de sorties qu'on prévoit. Et comme ce cas de figure, si un utilisateur est manager ou pas, et des fois les workflows peuvent être même plus pertinents en fonction du cas d'usage qu'un agent. Et donc, maintenant qu'on a parlé de ce que le LLM est et n'est pas, on va passer aux techniques dont je voulais vous parler. Donc d'abord, on va commencer par les remote agents. Il y en a pas mal un peu partout, tout le monde lance ses remote agents. Et si vous vous rappelez dans la démo, la description, le bug de Marshmallow que j'ai donné, ben en fait, ce qui se passe, c'est que sous le capot, le Humans, il a itéré avec moi, il a construit les contextes, mais à la fin, il a envoyé cette spécification à un autre agent à distance. Et du coup, cet autre agent à distance, il est plus outillé pour faire du code, pour exécuter du code, pour faire des tests. Et il a aussi accès à la base de code. Et derrière, quand il aura résolu, l'utilisateur, il pourra voir la résolution que ce remote agent il a fait. Et ce qui est important dans tout ça en termes d'expérience utilisateur, c'est que Humans, il a tout le contexte et du coup, il pourra bien aiguiller une spécification claire et précise. Et le plus important, c'est qu'en fait, l'utilisateur, il reste toujours sur le browser, sur le navigateur, et même si en fait, il y a des tâches qui peuvent aller en profondeur et prendre beaucoup de temps, l'utilisateur, il reste dans le navigateur, il peut continuer la conversation et il est toujours là. Donc maintenant, je vais passer à une autre technique. Cette technique, c'est une bonne surprise pour nous. Bon, c'est la recherche agentique. Vous avez vu, c'est qu'à chaque fois que je pose des questions à Humans, il utilise beaucoup d'outils, il itère plusieurs fois avant de nous donner une réponse. Et donc, pour arriver à cela, en fait, il utilise soit l'outil de base de code qu'on lui donne, Internet, etc. Et donc, il va aller plus large et il va détailler ses requêtes, les changer jusqu'à arriver à un résultat qui est satisfaisant. Et donc, derrière, en fait, ce qui nous a, au départ, avec Wassel, quand on a commencé ce projet-là, qu'est-ce qu'on a dit? On s'est dit qu'il nous faudrait un très bon RAG, le meilleur RAG qui soit, et on va essayer d'avoir un RAG de guerre, etc. Et du coup, on a commencé par itérativement faire le RAG le plus simple possible. Et rien qu'en donnant cet outil à l'agent, on a vu que les résultats étaient assez bonnes et que nos premiers retours d'utilisateurs étaient assez encourageants. Et je peux vous dire que parmi tous les chantiers qu'on a, c'est l'une des features où on a consacré le moins de temps, tellement elle marchait sans avoir à investir beaucoup. Et donc, aussi, l'autre partie, ça, c'était pour nous, mais pour l'utilisateur, c'est surtout pour onboarder ou pour faire des choses qui te demandent à aller à plusieurs applications, et à aller à plusieurs documents et changer de contexte. Tu peux avoir une sorte de contexte, une sorte de réponse qui pourra t'éviter des allers-retours tout en restant sur la même page. Derrière, le dernier point dont je voulais parler, c'est celui de la mémoire des agents. Bon, à chaque fois qu'on parle d'agents, les gens nous posent la question, qu'est-ce que vous faites de la mémoire? Parce qu'à chaque fois quand un agent commence, c'est page blanche et il redécouvre tout. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est work in progress. C'est pas encore en prod, mais notre approche, elle est simple. C'est celle de donner à l'agent une sorte de bloc-notes où il pourrait écrire toutes les données qui lui paraissent pertinentes pour l'utilisateur, l'expérience utilisateur, le profil et les réponses adaptées. Et derrière, il a une sorte de résumé de ça qui est à sa disposition et il pourrait voir s'il va lire ce document ou pas. Et pour l'instant, on itère dessus parce que c'est encore très intrusif. On voudrait que ça soit smooth et on itère dessus. Et donc, l'opportunité pour cet outil-là nous paraît assez grand parce que ne pas avoir à se répéter à chaque fois
bon, c'est assez fun, c'est assez pénible de redire la même chose à chaque fois qu'on commence un nouveau chat. Et derrière, ben, il y a des personnes qui préfèrent des bouts de code comme explication, ben, d'autres qui veulent des choses plus visuelles. Et du coup, on ne pourra pas adapter mieux ben, un agent qu'en ayant de la mémoire pour une bonne expérience utilisateur. Donc, ben, c'était tout pour moi. Donc, ben, on peut en parler plus en détail dans le talk. Et pour les plus courageux d'entre vous, ben, sur Discord. Et merci.